Et puis évidemment, on sait que Naftali Bennett, déjà à cette époque, s'était engagé auprès des francophones. Il avait dit qu'il était le ministre des Français d'Israël. Donc Naftali Bennett, en fait, a aussi fait le choix de continuer ce lien particulier qu'il a avec le public francophone ces dernières années. Voilà, avec un jingle, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on peut le dire, les listes ont été déposées. La clôture a été validée hier soir à la Knesset. Et la liste de Yamina, eh bien, elle est très intéressante, cette liste de Yamina, parce que, entre autres, vous y figurez à une place tout à fait éligible aujourd'hui, à la 11e place. Ce qui n'était pas tout à fait éligible il y a quelques mois, il y a un an aujourd'hui, est déjà désormais éligible, avec, on va dire, la cote de popularité grandissante de Naftali Bennett. Alors tout d'abord, si vous pouvez raconter-nous comment vous avez réussi d'une certaine manière à maintenir cette place dans la liste de Naftali Bennett. Est-ce que c'était pour lui véritablement important de placer un francophone qui représente la communauté francophone à une place éligible dans la liste de Yamina ? Écoutez, mon cher Daniel, comme vous le savez, dans mon parti, il n'y a pas de primaire, comme ça pouvait exister dans certains partis aujourd'hui, à la Knesset. Toujours d'ailleurs, dans la plupart des partis, il n'y a plus de primaire. Ça n'existe plus, oui, effectivement. Oui, donc obtenir une place aujourd'hui n'est pas si simple, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui sont sont tentées à vouloir se présenter à la Knesset, de tout un tas de milieux, de groupes, d'influences. Et les dirigeants politiques qui forment les listes sont sujets à des pressions de tous bords. Et puis, ils veulent aussi souvent amener entre guillemets, qu'on appelle en hébreu des kochavim, des stars. Donc, se placer dans une liste n'est pas une chose simple. Le nombre de mandats est limité. Et donc, dans mon cas, ça a été d'abord avant tout le fruit d'un engagement sur le long terme. J'ai rejoint Naftali Bennett ces dernières années, principalement ces 2 dernières années, donc depuis qu'il avait créé en 2019 le Yamin Echadash, qui était un nouveau parti, et j'ai eu la chance de faire partie des presque co-créateurs de ce parti avec lui, et d'avoir pris avec lui d'être parti avec lui dans cette aventure dont nous ne savions pas comment elle allait finir. Et aujourd'hui, on peut le dire qu'elle a mal fini, puisque à l'époque, nous n'avions pas passé le seuil d'éligibilité. Et ce qui s'est passé, c'est que personnellement, j'avais fait le choix que malgré cela, j'avais décidé de continuer de soutenir Naftali Bennett, alors qu'il n'était devenu en fin de compte qu'un simple citoyen. Et donc de croire en lui, de croire en son leadership. Et je crois que c'est un facteur qui a joué, puisque Naftali Bennett sait reconnaître ceux qui ont été fidèles à son engagement politique. Et puis évidemment, on sait que Naftali Bennett, déjà à cette époque, s'était engagé auprès des francophones. Il avait dit qu'il était le ministre des Français d'Israël. Il avait travaillé avec les organisations francophones lorsqu'il était ministre de l'Éducation, et notamment avec Kalita, nous le savons. Et donc Naftali Bennett, en fait, a aussi fait le choix de continuer ce lien particulier qu'il a avec le public francophone ces dernières années, plus que je crois que tout autre dirigeant politique sur la carte politique israélienne actuelle. C'est peut-être lié aussi à son histoire personnelle. On sait que Naftali Bennett est fils d'Olim, originaire donc des États-Unis, donc il a vécu avec ses parents, sa famille lorsqu'il était enfant, ce que c'est que d'être une famille de Olim en Israël. Et puis, mais tout cela ne suffit pas, nous le savons. Ce qui a, je crois, permis de changer la donne a été aussi une mobilisation. Une mobilisation ces dernières semaines des personnes qui m'entourent, notamment ce qu'on appelle l'équipe francophone de Yamina, ce qu'on appelle aussi le commando. Ce sont plusieurs dizaines de militants de tous bords, jeunes, moins jeunes, de tout le pays, qui sont militants à mes côtés à Yamina depuis plusieurs années, essentiellement ces 2 dernières années,
qui ont vraiment lancé une campagne d'influence, de lobbying vers Naftali Bennett et pas seulement, vers aussi les membres, les barons du parti, j'ai envie de dire, évidemment, Ayelet Shaked, Matan Kahana, toutes les personnes qui pourraient influencer sur la composition de la liste. Parce qu'il y avait une compétition, on va dire, il y avait une compétition avec, on va dire, un candidat de l'Alia des Russes et d'autres aliotes peut-être. Premièrement, il y avait une compétition avec tous les candidats de tout un tas de milieux. Hein. Nous le savons, comme j'ai dit, il n'y a pas de primaire, donc chacun essaye de se placer. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi un élément qui n'existait pas par le passé, c'est que Naftali Bennett, voulant élargir évidemment son public et se tourner vers un public le plus large possible, voulait aussi se tourner vers l'ALIA russophone, qui est très importante dans le pays. On parle de près d'1 million de personnes. Et donc, oui, il y avait une candidate au poste donc, de député aussi de l'ALIA russophone qui avait évidemment, elle aussi, voulait une place importante qui soit éligible. Et oui, il y a eu une sorte donc de petite primaire, j'ai envie de dire, entre les francophones de Yamina et les russophones de Yamina. Et une fois n'est pas coutume, on peut dire que Naftali Bennett a en fin de compte fait le choix audacieux de faire passer les francophones avant les russophones. Et je dis c'est un choix audacieux puisque lorsqu'on regarde les chiffres, nous avons entre 100 et 150 000 francophones en Israël contre près d'1 million de russophones. Donc le potentiel russe est pourtant beaucoup plus grand. Et Naftali Bennett a en fin de compte fait le choix de nous faire passer devant. Je suis donc 11e de la liste. La candidate russophone est 12e, Sela Weinstein. Et encore une fois, ce n'était pas le cas forcément en début de semaine et les cases avaient été dans un autre ordre et ça a été vraiment la pression donc de ces gens, donc de ces militants, mais pas seulement. Je tiens aussi à rappeler que tout un tas de personnalités du monde francophone, du monde associatif, du monde rabbinique, de tout ce qu'il y a de bien et de bon que ce que comporte notre communauté. Et je tiens à préciser des personnalités qui ne sont pas forcément des membres de Yamina, des électeurs de Yamina, ou qui n'ont pas voté pour Yamina par le passé, mais qui ont compris l'importance d'essayer à leur manière aussi d'influencer pour qu'il y ait un candidat francophone en place éligible à Yamina. Ça comporte aussi certains journalistes qui se sont tournés vers les dirigeants donc, de Yamina et leur ont posé des questions claires en leur disant est-ce que cette fois-ci la communauté francophone va recevoir sa représentation et c'est ce qu'elle demande, j'ai envie de presque dire c'est ce qu'elle exige et on voit bien que lorsqu'on travaille ensemble dans l'unité, dans notre communauté, on peut oui obtenir des résultats et c'est quelque chose dans lequel personnellement je crois depuis plusieurs années. Même si Dieu sait si les occasions pour ne plus y croire ont existé, vous l'avez vous-même précisé, j'ai été aussi par le passé décalé à la 17e place, parfois raillé par certains, par des journalistes et par des gens dans notre communauté qui me disaient mais pourquoi faire rester sur une liste et être aussi éloigné sur la liste et je crois que grâce à la détermination et cette mobilisation, nous avons pu réussir. Et c'est un message, c'est vraiment un message pour moi, pas seulement pour mon cas personnel. Je pense qu'il faut aller bien au-delà. Cela veut dire que lorsque l'on veut, on peut, y compris chez les francophones, et y compris lorsqu'une concurrence aussi rude que la concurrence de nos frères de l'ALIA russophone existe, nous pouvons réussir. Je crois que c'est un message s'il y a des potentiels, des personnes qui veulent s'engager en politique en Israël et qui nous regardent, notre communauté francophone. Moi, c'est mon message ce matin, engagez-vous. N'ayez pas peur et il faut aller jusqu'au bout. Et nous avions créé il y a quelques années avec mon ami Arya Bitbol, qui est aujourd'hui délégué de l'agence juive en France et en Europe, un mouvement qui s'appelle Allez-nous, dont le but était justement de pousser les francophones de tous bords, de tous partis, à s'engager politiquement, à l'époque, avant même les élections municipales de 2018. Et déjà, grâce à Dieu, des francophones étaient rentrés en masse dans les conseils municipaux d'Israël. Nous avons vu par la suite l'entrée de notre ami Yossi Tayeb, évidemment, à Chasse à la Knesset, et espérons que ceci va continuer à ouvrir des portes à d'autres candidats dans d'autres partis
pour qu'il y ait cette présence et cet engagement. Alors, justement, vous avez parlé de Tayeb. On se souvient que lui, il a bénéficié de la fameuse loi norvégienne qui permettait à des ministres de démissionner de la Knesset et de céder la place à d'autres candidats, à d'autres députés. Est-ce que dans le cas précis, parce que vous êtes à la 11e place, certains sondages donnent 10, d'autres sondages donnent 12, 13 à Yamina, est-ce que ça a été envisagé aussi, le même cas de figure, une possibilité pour les ministres dans l'hypothèse où Yamina siégerait dans le prochain gouvernement, de se retirer et de céder la place à d'autres députés dans la liste pour garantir, on va dire, votre présence à la Knesset? Écoutez, premièrement, au niveau du parti, j'ai envie de dire, la loi norvégienne n'est presque pas évoquée puisque le parti, évidemment, souhaite obtenir bien plus que 11 mandats. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est ce que nous donnent plus ou moins certains sondages. La moyenne est à 12, voire 13. Mais évidemment, si par malheur, comme on le sait souvent, on sait comment on commence une campagne électorale, on ne sait pas comment on la finit. Si en fin de compte, cela viendrait à baisser, oui, il y a un engagement à la loi norvégienne. Encore une fois, l'engagement à la norvégienne, évidemment, consiste au fait que évidemment, les têtes de liste rentrent au gouvernement et démissionnent de leur poste. C'est un engagement qui existe, mais qui ne peut être appliqué que sur décision de la personne, c'est-à-dire que la personne qui a été nommée ministre doit faire ce geste. Elle n'en est pas forcée, faut le savoir, oui, par la loi. C'est-à-dire que même dans le cas de Yossi Tayeb, ses collègues ont fait ce geste sans forcément y être obligés. J'ai personnellement confiance au regard de mes relations avec les têtes de liste que cela évidemment arrivera si nous en avons besoin. Espérons de ne pas en avoir besoin. Alors, un mot rapide peut-être, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler de manière plus détaillée. Sur votre programme d'action, je suppose qu'en 2 ans, vous avez eu le temps de le préparer, de l'améliorer, de l'updater, comme on dit. Quel sera l'essentiel de votre action lorsque vous serez, comme on l'espère, bien à la Knesset ? Écoutez, vraiment, on a surtout mis un programme pour se faire élire. On a 1 mois et demi devant nous et pour rallier un public le plus grand possible dans notre communauté francophone pour réaliser évidemment l'essai et cette fois-ci évidemment être élu. Évidemment, après l'élection, il y a beaucoup de travail. Nous le savons que la communauté francophone a des besoins. Et les sujets dont on parle depuis tellement d'années, on est presque étonné qu'on en parle encore. On commençait par la reconnaissance des diplômes, le problème des infirmières que nous connaissons et qui n'ont toujours pas été débloqués. Pourtant, nous avons déjà un député à la Knesset francophone, mais apparemment, ça ne suffit pas et il faut que la pression soit encore plus grande avec un 2e et pourquoi pas, j'espère, à l'avenir, un 3e, un 4e pour changer la donne, avoir une vraie force politique dans les rangs et sur les bancs de la Knesset. Évidemment, cela aussi consiste à améliorer l'accès à l'emploi. C'est un sujet qui concerne les francophones, mais c'est aussi un des sujets phares de mon parti durant cette élection, puisque mon parti s'est allié avec un groupement qu'on appelle les Shulmanim d'indépendants, et le parti met la question de la parnassa, la question de l'emploi, de la subsistance au centre du programme du parti, et cela passe par tout un tas de réformes pour faciliter donc la vie premièrement des entreprises, au niveau régulation, au niveau bureaucratie, et aussi faciliter l'accès à l'emploi. J'espère que dans ce cadre-là, nous pourrions aussi trouver un moyen d'améliorer l'accès à l'emploi pour les francophones qui, en arrivant en Israël, n'ont pas forcément les réseaux qu'ont les tsabarim, qu'ont les gens qui sont nés ici, ou qui ont parfois des difficultés à faire reconnaître on l'a dit déjà, leur diplôme, mais aussi au niveau de leur CV, peut créer un écosystème qui soit favorable aux Olim, des formations professionnelles. Nous savons aussi que c'est un sujet qui est très important et qui est au centre de l'action pour les Olim. Pour améliorer évidemment leur vie en Israël. Et de manière plus générale, je tiens à le dire, c'est que les Olim puissent avoir, comme on dit, Ktovet, d'abord une adresse
à la Alors, Knesset. Nous l'avons vu ces derniers mois avec le Covid-19, tout un tas de sujets qui nécessitaient l'intervention parfois d'un député, voire d'un ministre, lorsque les frontières ont été fermées, et pour tout un tas de cas, d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. c'est important, Je effectivement. pense que c'est très important Alors, pour nos amis une francophones. dernière question, il nous reste une minute, Yom Tov. On ne peut pas y échapper parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé hier soir à la Knesset. Comment expliquer que Hagit Moshe, qui il y a un mois a été élu à la tête du parti Foyer Juif, avec le soutien actif de Binyamin Netanyahou, eh bien, est finalement rallié le parti Amina? Vraiment, c'est une bonne surprise, hein, personnellement, que, en fin de compte, le Beit Yehudi, le parti historique du sionisme religieux, a décidé de rallier Yamina. Ce n'était pas le cas à l'origine, nous le savons. Écoutez, c'est le fruit de négociations qui ont été menées entre Bezalel Smotrich et Hagit Moshe, qui n'ont malheureusement pour eux, en tout cas malheureusement pour Smotrich, pas abouti. Apparemment, si j'ai bien compris, Bezalel Smotrich voulait faire disparaître le parti Beit Yehudi, qu'il n'existe plus, et que Hagit Moshe court sur la liste de Smotrich en tant que personne, mais sans l'étiquette du parti Beit Yehudi, qui donc, pour la première fois, aurait disparu de la carte politique israélienne. Elle a refusé et préféré maintenir en vie le Beit Yehudi et apporter un soutien externe à Yamina, sachant qu'elle ne sera pas sur la liste, puisque la liste de Yamina avait déjà été au préalable déposée à la Knesset, donc elle ne sera pas députée, mais elle obtiendra un poste de ministre sous l'étiquette Yamina au prochain gouvernement. Mais c'est pour moi... Au prochain pour gouvernement, que ce soit Binyamin Netanyahu qui le forme ou Naftali Bennett, on va dire. Oui, exactement, ou quelqu'un Ok, d'autre. Mais en tout cas, si Yamina est dans le prochain gouvernement, elle sera ok. ministre, si elle le souhaite. Et pour moi, pour nous, c'est une très très bonne nouvelle, puisque évidemment, nous sommes une partie intégrante du monde sionisme religieux, mais cela va au-delà. Notre Bien, rêve à merci. nous, c'était sur la base du sionisme religieux, s'ouvrir au grand public, avec une liste qui soit ouverte au grand public, puisqu'il y a dans notre liste aussi des chilonimes, des personnes qui sont non religieuses, comme Ayelet Shaked et d'autres personnes. Et Merci beaucoup. si vous voulez, nous avons peut-être réalisé un rêve que certains, en tout cas dans le monde sioniste religieux, avaient, c'est-à-dire tout en gardant notre identité du sionisme religieux et même le parti historique du sionisme religieux, s'ouvrir au grand public pour aller vers la direction du pays. C'est, je crois, une excellente nouvelle, en tout cas pour tous ceux qui avaient ce chazon, pour tous ceux qui avaient cette Merci vision beaucoup. d'un sionisme religieux qui soit non pas un secteur fermé sur le côté, mais un mouvement qui va devenir leader de ce pays avec toutes les composantes du pays. Merci beaucoup, Yom Tov Kalfon. On aura bien entendu l'occasion de discuter encore à plusieurs reprises avant les élections. Il est 8 heures. Shabbat Shalom en tout cas, Yom Tov, et bonne chance Shalom, merci d'Atzlacha. à vous.